Mistralienne, Mistralien, soyez les bienvenus dans votre podcast maison, celui qui retrace votre passion, Plus belle la vie. Ce podcast est vôtre, il est nôtre, il est magistralement, merveilleusement, mistralement nôtre. Moi c'est Josh, je suis journaliste affilié à un média pour lequel je m'occupe de l'intégralité des contenus Plus belle la vie disponibles sur ce site. Vous avez vraisemblablement eu l'occasion de me lire pour découvrir les derniers spoilers, les résumés ou les interviews des comédiens incarnant vos personnages préférés. Cette aventure me tenait beaucoup à cœur, j'ai suivi Plus belle la vie dès son lancement en août 2004, visité les studios pour son 15e anniversaire, avec beaucoup de chouettes souvenirs malgré la chaleur écrasante d'un mois de juillet à Marseille. Ce feuilleton et ses imperfections méritent néanmoins qu'on s'y attache et qu'on s'y attarde. Voilà pourquoi j'ai vocation à faire de Mistralement Nôtre un liant entre Plus belle la vie et son public. Voilà pourquoi j'ai vocation à faire de Mistralement Nôtre un liant entre Plus belle la vie et son public. Chaque vendredi soir, je me pencherai sans langue de bois sur les épisodes de la semaine avec légèreté. Et comme l'avait souligné un internaute, Plus belle la vie ce n'est pas du Nietzsche. Et si la forme de mes vidéos ressemble à du Nietzsche, eh bien partez. Voilà, partez loin. Je disparaîtrai alors aussi vite que je suis arrivé. Mais si le succès est au rendez-vous, je multiplierai les contenus. Et déjà, une deuxième vidéo thématique est à découvrir à la suite de celle-ci. Je vous en dirai plus dans quelques minutes. Mon objectif principal pour ce rendez-vous concocté par un fan pour les fans, c'est vous permettre de retrouver ici l'esprit du Mistral qui vous accompagne tous les soirs. En aucun cas, je ne prétends me prendre au sérieux dans les contenus, avoir la science infuse sur les épisodes, les intrigues, les personnages. Je veux susciter de la réaction et que vous ayez un espace de discussion déjà dans les commentaires dans un premier temps. En attendant mieux et plus, je ne suis pas un pro du montage, je suis plutôt un bricoleur du dimanche, un MacGyver de Wish. J'ai fabriqué un petit logo, un petit générique, mais voilà, c'est à la cool. Les vidéos, elles, reviendront à la fois sur les épisodes qui viennent de se passer, et puis à la fois on se projettera sur ce qui vous attend dans les jours à venir. Allez, plus long encore que l'intrigue des naufragés, c'est cette intro qui, je vous rassure, est terminée. Mistralement Nôtre est officiellement lancé. Elle est finie cette intrigue après 2 mois longs pour certains, interminables pour d'autres. Nous connaissons le dénouement de tout ce cirque starisé par une énorme bête poilue qui n'aura pas vraiment amusé ses rares spectateurs. Et aïe aïe aïe, en termes de saga estivale, voilà, ce n'est pas Dolmen ou Zodiac, tout le monde n'est pas Dolmen ou Zodiac qui veut. Souvent imité, jamais égalé ces feuilletons estivaux, notamment de TF1. On va tous s'accorder pour dire que nous, du côté de Plus belle la vie, on préfère les primes. C'est à la fois un échec du moment puisque l'intrigue n'a pas été très bien reçue par les fans pour diverses raisons, mais aussi selon moi sur du long terme. Les scénaristes avaient une ferme volonté d'installer Fanny en personnage principal du côté des femmes, peut-être Romain du côté des hommes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la mère de Fanny, c'est Aurélie Konaté, une guest, un personnage familier, voilà. On veut la positionner très très haut, mais malheureusement, on est pour l'instant assez loin des débuts réussis, selon moi, quand elle conduisait Thomas en taxi. Et là, elle avait un capital sympathie assez important qu'il va falloir reconstruire petit à petit. Il faut dire qu'elle n'a pas non plus été gâtée par les incohérences scénaristiques, puisqu'on nous avait vendu une relation avec César, alors que César à ce moment-là était fou amoureux d'Emma. Et puis les fameux frères, et oui, elle s'occupait de ses frères. Les frères, ils étaient assez invisibles sur l'île. Mistralienne, Mistralien, bonjour. Je m'appelle Max Defric, je suis le nouveau propriétaire de cette belle marque, Plus belle la vie. J'ai déjà séduit toute l'Europe avec mes soaps et croyez-moi, je ne vais pas vous décevoir. Vous avez été frustré par l'île des naufragés? Ok, on va recruter. Le PSG a pris Lionel Messi, mais moi je vais vous trouver la future Laetitia Milo ou Ingrid Chauvin ou peu importe, de toute façon elle finira par se barrer dans Camping Paradis. Mais au moins, elle se sera fait connaître chez nous. Donc dehors les cagoles et les 4L, je veux de belles bagnoles. Un autre problème pour moi, c'est la relation Romain-Fanny qui n'est pas très dynamique.
Ils doivent chacun être avec un agité du bocal pour compenser. Voilà, Romain se rapproche d'Ariane, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, une Delphine par exemple. Et si Alexandre ne reste pas, pourquoi pas mettre avec Fanny un Stan. Un Stan satanique, un Stan en mode nourrice quand il se faisait appeler Quentin, voilà, peu importe, lui, il connecte le public et puis il pourrait ramener Fanny à la raison dans le cœur et dans l'esprit des fans. Attention, cette intrigue a tout le potentiel pour nous faire passer du rire aux larmes. Une légèreté au début, on a atteint des sommets de dramaturgie maintenant, car Barbara veut un enfant de César, mais lui, il en pince toujours pour Emma, qui elle, a été prise dans les griffes d'un ancien client du temps où elle était escorte. Commençons par César qui se moque bien de l'amitié de Baptiste, je pense que tout le monde l'a deviné, ou voilà, personne n'était dupe. Il veut se faire un max de thunes avec la boîte sans se salir les mains, et si Baptiste, lui a résisté, Léo, il fera l'affaire, hein, voilà, hop, on l'a vu, le senior à l'animation atelier, et puis bon, Léo, voilà, il vous laisse faire rémunérer, mais César, voilà, il a mis Léo là, il dit, oh, Léo, t'es gentil, répare-moi les vélos, fais-moi les ateliers, et puis on verra plus tard pour le petit billet, quoi. Ah, c'est ça, César, c'est toujours ça. Depuis le début avec ce personnage, voilà, il est toujours très très fort avec les très faibles, ou voilà, ceux qui ont un petit peu plus d'empathie. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric, et plus vite que ça, je te dis. Évidemment, quitte à vouloir planer avec Emma, autant le faire à pleine bourre en chute libre, et pour faire accepter à Baptiste cette fameuse sortie extrême, quoi de mieux que de lui faire croire que c'était une idée de Barbara et que lui, César, avait peur. César, il ne porte pas son prénom pour rien, il l'a feint auprès de Baptiste le mal-être avec la perfection, alors qu'il le prenait clairement pour un con, et alors Baptiste, lui, il n'a pas marché, il a couru à grande foulée. Oh non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où Et elle toi, a... le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi? Barbara, elle veut un enfant, mais quand tous les quatre ils sont partis en voiture, on avait une musique quand même un petit peu adolescente, on avait juste le pauvre César qui était avec la pompe dans la main et il était clairement pompé de ce qu'il entendait. Emma a donc retrouvé le fameux Maxime, un client qu'elle connaissait, et de premier abord, il n'avait pas l'air très dangereux, et puis finalement, dès la première occasion, il l'a dragué et il a surtout drogué son verre devant des amis qui attendaient la suite des événements. Et pourtant, la première scène entre Maxime et Emma, c'était assez tendu, quoi. Maxime, il était sûr qu'elle la connaissait, et Emma, elle lui a dit « Non, 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 t'es gentil, moi je ne te connais pas ». Mais elle était quand même prête à enfiler ses gants de boxe pour bien lui faire comprendre qu'ils ne se connaissaient pas. On a donc vécu un triangle amoureux pendant des années avec César, Baptiste et Emma. Et maintenant qu'il y a Barbara... Ah, carré. Au cours de ces derniers jours, on a une Myrtha qui se lâche. Elle est plus sainte touche que sainte ni touche. Dans un premier temps, c'est Oscar qui était accusé d'être le fameux maître chanteur puisqu'elle a découvert une tache de vin en gagnant un petit peu d'intimité avec l'homme. Et puis finalement, Kylian est intervenu et puis il a dit non, mamie, là vous faites fausse route toutes les deux. Ce n'est pas Oscar qui est le maître chanteur, mais c'est bien son fils, le vigile, et d'où la fameuse tache de vin puisque évidemment c'est héréditaire. Au bout de cette intrigue, Yolande a été rassurée sur ses désirs, Alain et Jocelyn aussi. Un petit aparté puisque l'acteur Jean-Marie Gallet qui interprète Jocelyn se porte à merveille, rassurez-vous. Il était au programme du Festival d'Avignon et donc il a joué une petite pièce de théâtre. Avignon-Marseille, c'est assez à côté. Je pense qu'il en a profité à ce moment-là pour faire le tournage des petites scènes, mais j'y reviens un petit peu plus tard dans mon Mistral gagnant. Vous verrez, c'est une petite chronique à la fin de ces résumés. En tout cas, avoir une Myrtha avec une vie sexuelle plus débridée, ça change, hein. On a eu évidemment cette histoire d'amour avec Roland, ils étaient ensemble dès le premier épisode, et puis on a eu un micro-flirt avec Karim, mais qui n'a pas mené bien loin. Et donc c'est bien connu, la chaleur des unes fait le malheur des autres, et donc Luna, la fille de Myrtha, elle s'est confiée à Babette, voilà, elle n'a pas le moral, Luna, puisque depuis la fin de son histoire avec Pavel dans Plus belle, ce n'est plus la même. Elle ne comprend pas que sa vie sexuelle soit aussi vite comparée à sa mère, qui n'est pourtant pas la dernière pour aller à l'église. En tout cas, les paris sont ouverts. Quelle va être la prochaine conquête de Luna? Frémont, il a bien essayé pendant une petite dizaine d'années. Là, je pense qu'il n'a jamais eu autant de chance qu'aujourd'hui. Du côté de Myrtha, en tout cas, la prochaine conquête ne sera pas Oscar, puisque Myrtha a dénoncé son fils, et ça, Oscar, il ne le supporte pas. Il y a une petite mise au point en Mistral en lui disant « Myrtha, t'es bien gentil, on a passé des super moments, mais là, mon fils, c'est la famille. La famille, c'est au-dessus de tout. » Et donc, malheureusement, ce départ probable du Brésilien est un coup dur pour les puristes, car il enterre tous nos espoirs d'avoir la scène la plus statuettesque de l'histoire
des feuilletons français. Kayla et Franck. Kayla est désormais débarrassée de ses tortionnaires qui étaient riches, dénués de toute morale. Elle est toujours logée chez Franck dans l'espoir d'obtenir la nationalité française. Et nous avons donc à cette occasion une nouvelle histoire de mariage blanc. Noir. C'est noir. Un mariage sur deux finit déjà par un divorce. Et on vient créer de faux mariages pour affliger un peu plus les statistiques. Depuis la nuit des temps, ils nous gouvernent. Ils nous manipulent du haut de leur pyramide. Ils écrivent votre destin du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Ils vous haïssent. Alors en retour, haïssez-les. Il est plus que temps, à présent, de chasser de notre territoire ces perfides notaires. Cette intrigue de mariage, c'est l'occasion de faire ramener Delphine à bon port. Elle est de retour et elle surprend les deux amoureux enlacés l'un à l'autre. Elle apprend qu'il se marie, son ex Franck, et donc pour la mère de Théo et Antoine, pas de faire-part, mais plutôt un va-de-faire de la part de Franck. Lettres déchirées comme les draps à une époque, donc là, voilà, on a un petit peu restreint le budget, on ne s'attaque plus à la literie, mais à un simple papier, ô combien symbolique, vous me direz. Et pourtant, Franck a confié à Kayla qu'il pensait que Delphine avait encore des sentiments pour lui, donc est-ce que la réciprocité se vaut dans ce cas-là? Eh bien, on va le découvrir dans les prochains épisodes, mais ça va être intéressant de voir où va basculer cette fameuse histoire, puisqu'on sent quand même qu'entre Franck et Kayla, ce n'est pas l'amour fou dans le sens noble du terme, même s'il y a une forte amitié, donc ça peut laisser de l'espace à Delphine. Si Delphine, pour imaginer un semblant de futur entre Delphine et Franck, il faudrait que Delphine puisse se contrôler, mais pas trop. Elle nous a pas vraiment habitués à ce self-control depuis qu'elle est dans le feuilleton. Et le mariage blanc, évidemment, va se confronter à un autre souci de taille. Un homme méchant, très méchant, anti-immigration, pro-corruption. Il est barré, il est pas beau, il botte le cul des héros. C'est Barreau. Il entre en jeu, lui, lors d'un rendez-vous entre Kayla, Franck et puis une nana de la mairie, et direct, il dit voilà, moi, je suis Barreau quand même, j'ai de la bouteille, et là, je sens que le mariage, ça sent le mariage blanc à plein nez. Mais très rapidement, il change de stratégie et il s'excuse, voilà, il est prêt même de la génuflexion. Et il leur souhaite beaucoup de bonheur. Alors Franck, il est quand même encore un peu ronchon parce qu'on l'a pas trop respecté. Et Kayla et Franck s'en vont. Et on apprend finalement, sans surprise, quelques instants plus tard, que Barreau il envisage finalement de monter un dossier, voilà, pour prouver par A plus B que Franck et Kayla se plient à un mariage blanc. Pour ce faire, pour renvoyer Kayla au Mali et pour renvoyer Franck en prison, Barreau indique à sa fameuse collaboratrice qu'il va envoyer son meilleur élément pour enquêter. Et devinez comment s'appelle son meilleur élément? Ménard. Et oui, après tout, il y a moins de 200 km entre Marseille et Béziers. Une petite chronique pour terminer, Mistral gagnant et Mistral perdant. Voilà, ce sera tous les vendredis soirs. Le Mistral gagnant, c'est pour mon petit coup de cœur de la semaine, et le Mistral perdant, mon petit coup de gueule de la semaine. Allez, commençons par les sujets qui fâchent, avec le Mistral perdant de cette semaine, et pour moi, c'est l'attitude de Blanche à l'égard de Franck et Kayla. Je ne comprends pas grand-chose à la psychologie de l'institutrice. Rappelez-vous, la première rencontre entre Blanche et Kayla, elle est très froide avant que Franck lui explique les raisons de la présence de Kayla à leur domicile. Blanche, elle avale assez crûment le mariage d'amour entre Franck et Kayla, alors que déjà, son ex-mari lui avait assuré qu'il n'y avait aucun sentiment entre lui et la réfugiée. Et puis Blanche, ce n'est pas comme si ces derniers jours, elle avait assisté à toutes les démarches administratives pour permettre à Kayla d'obtenir des papiers. Mais en bon samaritaine, ça ne l'empêche pas de lui proposer sa robe de mariée du temps où elle avait épousé François, et puis pourquoi pas même être son témoin en tant qu'affaire. Et pourtant Blanche, elle sait que dans le quartier ça va faire jaser, que la cérémonie peut paraître un petit peu précipitée, mais pas dans son cas personnel, non, elle est persuadée que c'est un mariage d'amour et elle leur souhaite beaucoup de bonheur. Et au passage, Blanche, elle a oublié qu'il y a quelques années, sa propre fille Johanna avait envisagé de faire un mariage blanc avec JB. Et même avoir accompagné Eric sur plusieurs enquêtes policières, rappelez-vous, ça ne lui a pas donné beaucoup plus de flair. Positivons, je reviens sur Myrtha, Yolande et Alain pour mon coup de cœur de la semaine. Comme beaucoup, j'ai beaucoup aimé le duo Yolande-Jocelyn, évidemment au fil des années, autant pour leur rapport fusionnel que pour la construction individuelle de ces deux personnages. Autant les apparitions dans l'au-delà,
n'ont pas toujours été subtiles, autant là les scénettes de Jocelyn auront été légères, modérées, très cohérentes puisque Jocelyn avait sommé son épouse de refaire sa vie avant de mourir. Je ne pense pas qu'Alain soit la personne idéale, mais Jocelyn nous aura apporté un petit peu de baume au cœur et vivement la suite pour Yolande et Myrtha. J'en ai terminé avec les épisodes 4351 à 4355 du lundi 23 au vendredi 27 août. Comme je l'avais annoncé, il y a également une petite projection sur les épisodes futurs. Je sais également que certains ont un petit peu d'avance sur diverses plateformes. À présent, les vidéos seront bien à découvrir les vendredis soirs après l'épisode de 20h20. Là, effectivement, j'avais envie de lancer cette chaîne ce lundi 30 août pour le 17e anniversaire du feuilleton. Mais ne partez pas tout de suite car une deuxième vidéo est à suivre dans quelques instants à travers une collection que j'alimenterai de temps à autre, la table du Mistral. Voilà, donc ça va être une chronique un petit peu rétro et pour cette première, nous allons nous intéresser au lien entre le feuilleton et les jumeaux. Je dirais même plus, les jumeaux. Vous verrez, le montage a été très laborieux, je l'ai fabriqué avant cette première vidéo, donc il y avait encore un petit peu plus d'amateurisme. Je compte sur votre indulgence effectivement et votre patience avant de pouvoir, j'espère, faire des contenus un petit peu plus développés. Merci en tout cas pour ce visionnage et c'est l'heure de quémander un pouce bleu, un abonnement, ce serait top pour démarrer sous les meilleurs auspices ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye. You're